Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1 h 30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous allons parler de la corruption ce matin, l'implication de l'ensemble contre la corruption dans cette lutte avec nos invités, le secrétaire exécutif de l'ECC, Édouard Poultre. Avec nous également sur le plateau, Maître Emmanuel Raphaël, c'est un spécialiste en droit public, consultant du projet de la plateforme multi-acteurs autour de la lutte contre la corruption, pilotée par l'ECC. Ils sont avec nous ce matin sur le plateau pour discuter de la question. Monsieur Poultre, un plaisir de vous avoir à Métropole ce matin. Bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de Radio Télémétropole. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Monsieur Maître Emmanuel Raphaël, bonjour et bienvenue à Métropole. Bonjour Wendell, bonjour à tous les spectatrices, spectateurs de Télémétropole. Alors, parler de la corruption en Haïti veut dire quoi ? Oui, bon, c'est un fléau. D'abord, la corruption traverse, en tout cas, les institutions publiques en général. Et naturellement, et ces dernières années, il y a eu de grands efforts de la part de l'État pour mettre en place des institutions publiques de contrôle. Et outre la Cour des comptes, qui a un statut d'institution indépendante et reconnue par la Constitution, il y a d'autres institutions qui ont fait le jour en Haïti. Et là, on veut parler de l'ULCC, l'unité de lutte contre la corruption, de l'UCREF, l'unité centrale pour le renseignement financier. Il y a aussi le BAF. Et donc, Haïti est doté d'institutions de contrôle qui font, et de l'IGF aussi, et qui font un suivi régulier, je dirais, sur les finances publiques en général. Maintenant, la corruption, on n'arrive pas à la freiner, on n'arrive pas à la stopper, l'hémorragie continue. L'hémorragie continue et quand on veut, si on parle de corruption, on peut aussi voir les conséquences. Les conséquences sont extrêmement graves. Il y a une perte de confiance générale entre la population et les gouvernants. Et puis, Haïti n'arrive plus à dégager des fonds propres pour des investissements publics sérieux. Laissez-moi voir avec Maître Raphaël, lui qui travaille aussi pour la Cour supérieure des comptes, il est spécialiste en droit public. Avec M. Poultre, à M. Poultre, j'avais posé la question à savoir la corruption en Haïti, c'est quoi? Mais avec vous, je voudrais vous demander, vous questionner sur l'efficacité, selon vous, de la lutte contre la corruption en Haïti. Oui, alors, la lutte contre la corruption implique beaucoup d'institutions de l'État,
des institutions qui travaillent dans d'abord la prévention de la corruption et puis la répression de la corruption. Donc il y en a qui sont d'ordre administratif et il y en a qui sont d'ordre pénal. Donc, mais tout ça, c'est pour venir à bout du phénomène. Maintenant, et parler de l'efficacité de la lutte contre la corruption, c'est d'abord questionner le travail de ces institutions publiques et même voir le travail des organisations de la société civile et c'est quoi les faits, c'est quoi les retombées, les influences sur, je vais dire, l'amélioration de la situation. Donc depuis un certain temps, Haïti n'occupe pas vraiment une grande place dans le classement de Transparency International en matière de lutte contre la corruption. Donc on peut dire que bien qu'il y a beaucoup de lois jusqu'à présent, il y a la loi 2014 qui a été prise et puis d'autres textes plus récemment, et même la loi de 2016 sur le budget, quand même il y a des dispositions contre la corruption. Mais on peut dire que quand même on peine à voir les effets jusqu'à présent. Donc il y a également pas mal d'actions qui ont été menées soit par l'État et soit par des organisations internationales en soutien à l'État. Mais on voit que quand même on a des outils. Donc on a des outils aujourd'hui. Oui, on a des outils. On a l'ULCC qui fait des rapports de façon récurrente. Il y a même des dossiers qui sont en phase d'instruction au niveau pénal. Mais quand on voit les rapports à chaque fois de l'ULCC, quand on voit les classements de Transparency International, quand on voit beaucoup d'autres rapports qui sont produits sur Haïti, on dit que bon, on peine jusqu'à présent à avoir une amélioration de la situation, mais je ne vais pas accuser pour autant l'efficacité des institutions publiques et même mettre en cause le travail des organisations de la société civile. Et je préfère conclure qu'on vient de loin. Donc il faut continuer avec cette même lancée. C'est ce qu'on va, arriver. On vient de loin, mais il y a encore du chemin à parcourir. Il y a beaucoup de chemin à faire. C'est sûr qu'un jour on va arriver au bout de ce fléau. Monsieur Poultre, pratiquement, en quoi consiste le travail de l'ECC? Qu'est-ce que vous faites comme travail? ECC fait un travail d'abord de vigilance par rapport à l'actualité, les enquêtes qui sont réalisées, on les analyse, ou bien nous menons aussi quelquefois nos propres enquêtes. Et dernièrement, nous avons fait l'enquête sur le ministère des Sports et nous avons transmis le dossier à l'ULCC qui a aussi enquêté. Et maintenant, l'ULCC a confirmé et à travers son enquête qu'il y a eu détournement de fonds publics. Alors, donc vous menez des enquêtes. Nous menons des enquêtes et aussi nous observons scrupuleusement ce qui se passe au niveau de l'administration. Et nous sommes partenaires dans différents groupes de travail. Et par exemple, nous sommes membres de la société civile et près de la commission de réforme des finances publiques. Donc nous détenons des informations, nous observons ce qui se fait, les décisions qui sont prises et nous participons donc à différents travaux. Et par exemple, le ministère de l'Économie et des Finances dernièrement a publié le budget citoyen. C'est en réalité le budget national, mais en langage simplifié pour la population en général.
Mais en plus de ça, ECC, dans son travail d'observation, il participe aussi et il dénonce. Et ça veut dire que très souvent, nous transmettons des dossiers à l'ULCC, nous questionnons le travail des ordonnateurs et nous attirons l'attention et demandons de faire des enquêtes. Et des fois, nous recevons aussi des plaintes. Et nous recevons des plaintes et nous travaillons avec les ordonnateurs pour comprendre ce qui se passe et avec ceux qui en tout cas, portent et nous donnent des informations sur ce qui se fait dans les institutions. Maintenant, quand on reçoit les plaintes, on travaille dessus et nous attirons l'attention ou bien l'IGF ou bien l'ULCC. Et par exemple, dernièrement, l'ULCC a fait une enquête, a sorti un rapport sur le patrimoine du président Martelly. Et vous voyez, nous avons demandé cette enquête. Nous avons demandé cette enquête parce que... Donc vous travaillez conjointement avec l'ULCC? L'ULCC aussi, et l'IGF aussi, l'UCREF par exemple. Et à la fin de l'année fiscale, vous savez, il y a beaucoup de coûts qui sont portés aux finances publiques en fin de période fiscale. Et les reliquats, souvent, sont dépensés n'importe comment. Et nous avons attiré l'attention de l'ULCC et nous avons écrit donc à l'ULCC pour demander une grande vigilance par rapport et surtout que nous avons des informations que souvent les ordonnateurs dépensent et ne dépensent pas, mais ils disent avoir dépensé, mais cet argent est détourné. Okay. OK. Maître Raphaël, en fait, je m'adresse aux spécialistes en droit public que vous êtes. En plus de la fiabilité des rapports qui souvent est questionnée, on reproche aux structures étatiques ou indépendantes impliquées dans la lutte contre la corruption de porter préjudice, par exemple, à des personnes soupçonnées de détournement de fonds ou bien soupçonnées d'implication dans la corruption sans des décisions de justice, sans aussi évoquer la possibilité que la personne puisse être l'objet de présomption d'innocence. Qu'est-ce que vous en dites en tant que spécialiste en droit public? Ben, je vais vous dire que quand, par exemple, l'ULCC sort un rapport, c'est un rapport administratif, on va dire. C'est un rapport qui va être acheminé au parquet. Maintenant, le parquet qui peut décider souverainement s'il va classer sans suite ou s'il va saisir le cabinet d'instruction, ben jusque-là, la personne est présumée innocente. À savoir que, et avant même la saisine du cabinet d'instruction... Oui, mais en rendant public, par exemple, en rendant public les noms des personnes qui sont soupçonnées d'implication dans la corruption. Oui, alors moi je vais dire que le fait de rendre public le nom des personnes qui sont dans des rapports, c'est à double tranchant. Donc ça peut effectivement faire planer sur cette personne une sorte d'image de coupable déjà avant la lettre, avant même le procès. Et donc ça peut fausser, on va dire, un procès équitable, un procès contradictoire. À savoir qu'il y a beaucoup d'influences que subissent les magistrats quand même. Donc on peut penser que le magistrat, il est
uniquement à l'assaut des influences politiques, mais non, et les médias peuvent faire de l'influence et sans le savoir sur le magistrat. Et lorsque, on va dire, un dossier est débattu dans la presse dans un sens ou dans un autre, autant que le public subit cette influence, le magistrat également il subit l'influence. Donc il sent sur ses épaules comme une sorte de pression. Et il y a des décisions qu'il voudrait prendre qu'il ne peut pas. Il y a des mesures et des instructions peut-être qu'il voudrait bien prendre et que ça pèse. Donc il y a ce côté-là. Mais de notre côté, on va dire que c'est la loi qui permet à ces institutions, et tant que la loi leur permet de publier ces rapports, de le faire savoir au public, et on ne peut leur reprocher d'avoir rendu public ces rapports. Et on va dire que c'est quelque chose qui doit faire partie du débat public. Est-ce qu'on doit garder ces rapports secrets, bien entendu, au risque pour les instances politiques? Bon, il ne faut pas oublier que le parquet, quand même, ça appartient à l'exécutif, de mettre sous le boisseau ces rapports et peut-être on n'en saura jamais de leur existence. Et de notre côté, le fait de les publier, de leur sortie, par exemple, par l'institution qui a élaboré ces rapports, quand même, il y a le parquet quand même qui est au pied du mur, donc il doit décider. Donc c'est à double tranchant. Comme j'avais dit, ça peut faire planer un sentiment encore l'image de coupable sur les gens qui sont dans les rapports. Mais de notre côté, on bénéficie du fait que ça va être plus difficile de faire disparaître ces rapports. Voilà. Le fait de les rendre publics, ça garantit... Ça va être plus difficile. Je ne sais pas si c'est déjà une garantie ferme que le processus judiciaire va aller jusqu'au bout, mais quand même, ça rend plus difficile de faire disparaître ces rapports. Donc c'est à double tranchant. Mais le débat reste en réalité entier. Vous avez un mot à ajouter à ce point-là, M. Poultre? Ce que j'ajouterais, il y a quand même des choses à clarifier dans notre façon de traiter les dossiers de corruption. Et pour moi, l'ULCC et l'UCREF font un travail pratiquement de parquetier. Et peut-être que je ne suis pas un spécialiste. Oui, mais c'est normal que l'on se substitue. Parce que les enquêtes menées par l'ULCC répondent aux normes. On retrouve l'élément légal, l'élément matériel, l'élément intentionnel. Et donc, ces trois éléments réunis, c'est ce que le juge va rechercher, en tout cas. C'est les mêmes informations. Donc, il y a des choses à clarifier par rapport au mandat et à la mission de l'UCREF et de l'ULCC. Maintenant, moi, je suis partisan de l'alerte qui est lancée par les rapports et c'est à la justice de vraiment les traiter convenablement. Malheureusement, vous savez, la corruption c'est des fois très difficile à découvrir. Il faut vraiment des fois une expertise de la part des juges et on n'en a pas beaucoup de juges spécialisés dans les crimes financiers. Et nous avons encouragé l'aménagement du pôle anticorruption, du pôle judiciaire spécialisé anticorruption. Et nous souhaitons que ce pôle puisse vraiment s'établir et avoir une juridiction sur tout le pays.
et de façon à ce que on économise aussi les fonds publics par rapport à la lutte contre la corruption. Mais alors, la corruption, Wendell, fait des ravages dans ce pays. Alors, vous l'avez dit il y a quelques instants, c'est un fléau, et on parle même des structures étatiques qui seraient toutes gangrénées pour... On continue à trafiquer des marchés publics, sans problème. Sans problème. On va faire la pause au retour, puisque la situation est ce qu'elle est. Je suppose que le CC a aussi des propositions à faire dans la lutte contre pour faire face à la corruption. On reviendra pour en parler et puis on évoquera au retour, messieurs, Maître Emmanuel Raphaël, Monsieur Édouard Poultre, la question des personnalités politiques, des personnalités publiques qui sont donc sanctionnées par la communauté internationale. Yes. On verra cela avec vous au retour et merci encore une fois d'être là à Métropole ce matin. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous avons deux invités pour parler de la corruption ce matin. Maître Emmanuel Raphaël, qui est spécialiste en droit public, et Édouard Poultre, secrétaire général de l'Ensemble contre la corruption. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec nos invités, Maître Emmanuel Raphaël et Édouard Poultre de l'ECC. La situation est ce qu'elle est, on ne va rien apprendre au public qui nous suit. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de corruption, donc tout le monde est au courant de la situation aujourd'hui. Maintenant, comment y faire face? Comment réduire la perception de la corruption en Haïti aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut être fait, M. Poultre? Moi, je crois que là où le bas blesse aujourd'hui, c'est au niveau du traitement judiciaire des dossiers liés à la corruption. Parce que dans toute société, on lutte contre la corruption et toutes les institutions font leur travail. Et aujourd'hui, la justice ne fait pas son job. Et les crimes financiers, on a criminalisé la corruption, je crois que c'est en 2014, et la loi portant prévention et répression de la corruption. Et maintenant... Donc ça veut dire que nous n'avons pas une culture de lutte contre la corruption. Non seulement nous n'avons pas cette culture, mais surtout les institutions qui devraient défendre les intérêts de l'État, la justice, par rapport à la corruption. La corruption, c'est quoi? La corruption enrichit des personnes, et qui soient du secteur privé ou bien du secteur public. Alors, qui doit défendre les intérêts de l'État? C'est la justice qui doit mener à organiser des procès exemplaires. Et dès que les citoyens voient qu'il y a des procès, des personnes condamnées et des personnes condamnées et qui sont sanctionnées par la loi. Vous parlez de signaux clairs à envoyer. Oui, il y a ces signaux clairs à envoyer. Maintenant, c'est comme les crimes sexuels. En Haïti, les juges ne traitent pas véritablement des crimes sexuels. Et vous voyez, donc c'est des choses
la justice doit évoluer avec son temps. Et malheureusement, on a une justice qui fonctionne comme dans les années 1970-80. Et alors que la criminalité prend de l'ampleur partout dans le pays. Et Maître Raphaël, comment la justice pourrait-elle se révéler efficace dans la lutte contre la corruption? Puisque la justice est là sur le banc, sur la sellette, sur le banc des accusés. Oui. D'abord, il faudrait que la justice puisse se protéger de la corruption d'abord. Hein. Donc, pour que la justice puisse vraiment lutter, donc réprimer la corruption, donc il faut que la justice d'abord soit dans la boue de la corruption. Donc, la première chose. Mais ensuite, il y a beaucoup de problèmes qui se posent au niveau de la justice en Haïti. Des problèmes qui sont d'ordre managérial, d'ordre, je vais dire, ressources humaines au niveau de la justice. Donc, il y a tout ça. Il y a l'ensemble des conditions matérielles pour le bon fonctionnement de la justice qui doivent être mises en place. Ensuite, il faut, après un système judiciaire où les différents paliers fonctionnent. Donc, on a divers niveaux au niveau de la justice. Il faut que véritablement cela fonctionne. Donc, il faut vraiment un ministère de la Justice qui a un œil vraiment vigilant sur le fonctionnement des tribunaux, mais également le travail d'inspection du CSPJ. Il faut que cela soit vraiment fonctionnel au niveau de la justice pour faire que tout le mécanisme travaille. Donc, un juge, c'est un humain donc, qui a besoin de conditions matérielles pour travailler, mais ensuite, étant humain, donc, il n'est pas à l'abri des erreurs, il n'est pas à l'abri de la corruption. Donc, il faut quand même que tout le mécanisme qui est là pour réparer ou encore pour permettre que la défaillance d'un palier de la justice soit on va dire, corrigé à un autre niveau. Il faut que tout cela se passe très bien. Donc, il faut que toute la machine fonctionne, donc tant au niveau des conditions matérielles, mais également le dispositif qui se met en place, qui doit se mettre en place pour que les tribunaux à divers niveaux fonctionnent. Vous savez, on a fait un rapport qui est sorti en septembre sur 166 dossiers liés à des crimes financiers déposés par l'ULCC et l'UCREF devant les parquets de différentes juridictions. Seulement 4 procès ont eu lieu. Il y a, autant que je me rappelle, 57% des dossiers qui sont disparus. Volatilisés, tout simplement. Volatilisés. Il y a des juges qui sont partis avec des dossiers, des commissaires du gouvernement. Il y en a, c'est des bandits qui sont rentrés dans les tribunaux et partent avec les dossiers. Donc, et là encore, les bandits pourraient bien avoir été guidés. Eh bien oui. Sinon, comment savoir où se trouve un dossier, tel dossier de... Et vous savez, Wendell, nous avons fait un chapitre sur ce rapport où nous avons considéré les enjeux financiers. Sur 25% des dossiers que nous avons retracés de l'ULCC, il y a l'équivalent de 25 millions de dollars qui sont en jeu dans ces dossiers. Et la justice ne fait rien. Et ça, c'est beaucoup quand même. Hein. Oh, c'est 25 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Là encore, messieurs, si l'on doit toucher la plaie du doigt, est-ce que pas pour nous poser question sur conditions de travail juge autour l'argent que au baillot on juge par exemple qui a un problème pour le payer caille pour voir petite l'école pour bailler manger régulièrement, est-ce que nous pensez juste est-ce que capable de résister à autant d'argent?
Est-ce que nous croyons ça? Non, moi, je crois que c'est un problème qui est mal posé. Et d'abord, il y a les éthiques publiques. Il y a les éthiques publiques, les valeurs personnelles. C'est tout comme vous perdez votre emploi. Est-ce que ça vous autorise à aller voler? Est-ce que ça autorise à faire des coups bas? Non. Je crois que c'est une question d'éthique, de valeurs. Et les juges et l'institution judiciaire est organisée de façon à ce qu'on puisse poser cette problématique. Et ils peuvent le faire, les juges peuvent le faire à travers le CSPJ. Vous savez, quand un Parlement vient, le Parlement lui se donne un budget. C'est le Parlement qui vote le budget, il se donne un budget. Mais le CSPJ doit pouvoir défendre et le cadre opérationnel, le cadre de travail de tous les juges. Oui, mais vous êtes d'accord de tout le personnel de justice. Vous êtes d'accord que ce n'est pas le cas? Non, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors que le Parlement a ce pouvoir de s'octroyer un budget, je me pose la question à savoir si le pouvoir judiciaire a ce même pouvoir. Et il doit pouvoir le faire. Il doit pouvoir le faire, il est organisé pour le faire. Donc à ce niveau-là, vous pensez que si on revoit à la hausse le salaire des juges, les moyens aussi, et ça pourrait réduire la corruption. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes dans les finances publiques en général. Et nous allons parler tout à l'heure de la feuille de route. On a soulevé cette question. Et vers les années 2018-2019, la gourde haïtienne a dérapé. La gourde haïtienne a dérapé par rapport au dollar. Et on a conservé, on n'a pas revu, comment ça s'appelle, l'échelle, la grille salariale des fonctionnaires. On n'a pas revu. Avec quelle solution on est venu? On est venu avec les petites cartes de débit et qui est greffée sur cette administration-là vient avec son lot de corruption aussi. Et donc, il y a toute une série d'opérations à faire pour réformer l'État. Vous avez parlé de feuille de route. Quelle feuille de route? Oui, et vous savez que demain, nous allons présenter ce que nous appelons la feuille de route consensuelle autour de la lutte contre la corruption. Et cette feuille de route, c'est un marché que le PNUD avait publié au début de l'année 2025 et ECC a gagné le marché. Et nous avons proposé d'avoir une plateforme multi-acteurs avec des représentants d'institutions publiques et des représentants d'organismes de la société civile. Ils se mettent ensemble dans cette plateforme pour proposer cette feuille de route. Maintenant, comment nous avons travaillé? Nous avons divisé cette plateforme en 5 grandes commissions thématiques. Et une commission sur la reddition de comptes, la transparence, l'efficacité des dépenses publiques, la participation citoyenne et la justice, la question d'éthique publique et justice. Et ces 5 commissions de travail ont fait des propositions pour l'aménagement de cette feuille de route. Et cette feuille de route, aujourd'hui, on va la présenter à tout le public, mais on va aussi la présenter aux officiels de l'État
et aux journalistes. Pour son implémentation ou... Pour son implémentation, oui. Et nous ne faisons pas tout cet effort pour jeter ces travaux-là par terre. Et ce que nous souhaitons qu'il y ait un arrêté présidentiel qui puisse acter cette feuille de route. Oui. Et puis la formaliser, la légaliser, tout ça. Et la légaliser et surtout la structurer à travers un comité qui va la mettre en route. Qu'est-ce que vous avez comme moyen de pression pour porter l'exécutif, par exemple, à tenir compte ou encore à prendre en considération le document qui va être appliqué envers et contre tous. Ce qu'on ne veut pas faire aujourd'hui, on va le faire quand même. Ce qu'on hésite à faire aujourd'hui, ce que les dirigeants de l'État hésitent à faire aujourd'hui, ça va arriver quand même. Et vous voyez, nous ne sommes pas dans un processus vraiment démocratique, mais il y a des élections qui vont arriver. Et les élections, c'est l'occasion de porter la corruption comme un point dominant, dominateur, je dirais, de toute campagne politique actuellement en Haïti. Et le leadership politique, s'il sort de cette campagne, et s'ils seront gagnants de cette campagne, et écoutez, on fera la belle expérience qu'a fait Singapour, qu'a fait le Rwanda, qu'a fait le Salvador, le Maroc, qu'a fait le Chili. Et aujourd'hui, ce sont des pays qui se sont inscrits dans une gouvernance publique non seulement démocratique, mais la bonne gouvernance. Merci, messieurs. Avant de vous laisser partir, venons-en aux sanctions infligées, je dirais, si le mot n'est pas trop fort, à des personnalités. Dans un premier temps, les sanctions étaient bilatérales, après multinationales avec les Nations Unies, et aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui décide de sanctionner des personnalités, dont des membres de gangs et aussi un ancien président et ancien sénateur de la République. Le CC dit quoi? Oui, non, mais ça, écoutez, les personnes qui sont sanctionnées, depuis longtemps, on sait que, par exemple, si nous prenons deux figures, il y a le sénateur Célestin, Rony Célestin. Et depuis longtemps, il y a tout un réseau de personnes ayant de grands pouvoirs et qui trafiquent à la frontière. Ils font passer toutes sortes de marchandises sans droit. Sans payer les droits de douane. Et ceci, on le sait depuis longtemps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu des douaniers qui ont été assassinés et sur la frontière. Je crois que c'est à la fin des années 2010, 2017, 2018. Mais c'est les gangs, je dirais, qui se sont établis à la frontière pour le trafic. Pour le trafic. Et vous savez que le Canada a déjà pris et sanctionné le sénateur Célestin, et Rony Célestin, parce qu'il a été acheté une maison cash, et avec du cash. Et sans... donc, voilà, il y a des enquêtes aussi. Donc ce n'est pas une surprise pour... Non, ce n'est pas une surprise. Le président Martelly
Et pendant sa présidence, on a observé ces excès, non seulement ces excès, mais ces investissements aussi. Et les investissements, que ce soit à la plage, que ce soit dans les... Et nous avons écrit à l'ULCC quand les États-Unis ont pris les sanctions contre le président Martelly, nous avons écrit à l'ULCC pour demander qu'il y ait une enquête sur le patrimoine du président Martelly. C'est aussi simple que cela. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Alors maintenant, voyons, et avec Maître Raphaël, ces personnalités-là sont sanctionnées sans une décision de justice. Vous en dites quoi? Alors, ces instances internationales, et même il y a des États au niveau de la communauté internationale qui s'octroient une sorte de pouvoir de sanction. Donc c'est unilatéral. Donc, ce ne sont pas des décisions de justice, c'est unilatéral. Maintenant, ces personnalités peuvent, et dans ces pays où ils sont sanctionnés, peut-être exercer les droits de recours, demander à avoir droit à une sorte de procédure contradictoire pour savoir ce qu'il en est. Mais on ne va pas se mentir, donc ce ne sont pas des décisions de justice. Donc ces sanctions, ils sont pris dans le cadre... Oui, alors ce ne sont pas des décisions de justice, mais qui ne sont pas sans incidence sur les droits civils et politiques des sanctionnés. Oui. Alors ce qu'il faut regretter, et vous savez, un responsable, un président d'un pays, un gouvernement dans un pays, c'est au gouvernement d'un pays de faire, je dirais, de protéger ses citoyens. Quand un pays étranger, une institution internationale prend des sanctions contre un de vos citoyens, le ministère de la Justice a pour devoir de demander les dossiers. De demander des explications. Demander des explications. Maître Raphaël, comment vous voyez comment vous comprenez le silence des autorités haïtiennes par rapport à ça? Pas de réaction, rien du tout. Je crois qu'il y a un ministre qui avait, je crois que c'est Maître Emeline Prophète qui avait demandé des explications alors qu'elle était ministre. Mais jusque-là, on a... Oui, je crois que Mme Prophète avait sollicité des explications, mais je ne crois pas qu'elle ait reçu quoi que ce soit. Non, mais le problème, c'est qu'elle l'a fait, il n'y a pas eu de suivi. Et on continue. Mais vous savez, la Convention des Nations Unies contre la corruption oblige les États à coopérer de façon, judiciairement, et une coopération judiciaire entre les États signataires des conventions. Donc, écoutez, si l'Union européenne prend des sanctions contre un citoyen haïtien, le ministère de la Justice peut activer cet article de la Convention pour demander des explications. Oui, effectivement, le mieux serait que l'Union européenne elle-même communique ces dossiers-là à la justice haïtienne pour que... Justement, si la justice haïtienne le demande aussi. Hein. Oui, donc des deux côtés, je pense que de la part du côté des autorités haïtiennes, elles peuvent faire la demande, tout comme l'Union européenne peut communiquer les dossiers de sorte qu'il y ait des poursuites. Mais sinon, c'est tant pis. Merci infiniment d'avoir répondu à l'invitation de Métropole. Maître Emmanuel Raphaël, Monsieur Édouard Poultre, un plaisir de vous avoir sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. À bientôt. Merci, Wendell. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir reçus. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain.
Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch.